j'avais envie de travailler sur les questions écologiques. J'ai fait un parcours de philosophie et d'histoire de l'art à l'origine, et dans les discours habituels sur les questions environnementales en philosophie, soit on se concentrait sur les questions d'ordre de l'éthique, sur lesquelles on disposait déjà d'une littérature très importante, soit on se concentrait sur des questions d'ordre épistémologique, c'est-à-dire sur la science écologique, comment elle travaille, quels sont ses objectifs, ses particularités, etc. Mais j'ai trouvé extrêmement peu de travaux sur la question esthétique relative à l'écologie. Alors que pourtant, j'avais l'intuition que c'était un sujet qui pouvait être important et opératoire, dans le sens où la sensibilisation aux questions environnementales passe beaucoup par l'esthétique, que ce soit la relation ou l'expérience à la nature au quotidien. Elle est plus utilitaire pour la plupart d'entre nous parce qu'on est plutôt urbain, ou en tout cas on n'a pas une vision agricole forcément spontanément, on a plus un rapport esthétique à la nature ou à l'environnement. Et en plus c'était un levier de sollicitation assez personnel pour pouvoir être sensibilisé aux problématiques environnementales. L'autre intuition, c'était que les images véhiculées ou l'esthétisation véhiculée sur la nature avait changé de ton et changé de nature. Jusqu'ici, on était plutôt dans un rapport frontal à l'environnement, un peu comme on était face à un tableau qui représentait un paysage. C'était un premier point où ce qui était appréhendé ou apprécié, c'était l'exécution par l'artiste ou le choix du photographe, la qualité visuelle de l'ensemble et la représentation que ça donnait, le choix des couleurs, des formes et une appréciation très formelle. À partir du moment où on intègre des connaissances écologiques ou une sensibilité à ce qui est représenté, c'est-à-dire à la nature elle-même, on change le focus et du coup on change la pratique artistique ou les critères esthétiques. Cette fois-ci, on ne va pas se concentrer seulement sur l'aspect formel de ce qui est représenté, mais plus sur l'objet représenté lui-même, c'est-à-dire l'écosystème, l'environnement naturel. Auquel cas, on va, autant avant, quand on représentait en photographie ou en art une décharge par exemple, indépendamment du sujet, ça pouvait être apprécié esthétiquement parce que c'était bien exécuté, parce qu'il y avait des choix de couleurs, de visuels qui étaient très forts. Si là-dessus on y met du sens et on s'intéresse à ce qui est représenté, cette fois le jugement ne sera pas le même parce qu'on va appréhender le fait que c'est des déchets en extérieur qui sont en pleine décomposition, qu'il y a des pollutions qui peuvent être entraînées, etc. Donc l'appréciation change de niveau. Ça veut dire qu'on va plus s'intéresser tellement à la façon dont on représente les choses, mais aussi à ce qui est représenté. Ça c'est un premier point, donc un rapport à la présentation de la nature elle-même. Et cette fois-ci on va peut-être favoriser des expériences directes, des installations d'artistes, des végétalisations, plutôt que seulement des représentations de ces environnements naturels par des photographies ou d'autres procédés habituels. Et un deuxième point qui change beaucoup de choses pour les disciplines artistiques qui s'intéressent à ce sujet, c'est qu'elles vont aussi s'intéresser au process de fabrication de cette image, où jusqu'ici on se concentrait sur le sujet environnemental par exemple, c'est souvent le cas en publicité ou dans l'art quand on représentait une cause ou une notion relative à l'écologie. Cette fois-ci on va aussi s'intéresser sur le support, c'est-à-dire est-ce que dans la façon dont j'ai produit mon image, j'ai pollué, genre j'ai pris 15 hélicoptères pour aller dans plein d'endroits différents et j'ai généré des nuisances, j'ai choisi un support dans un matériau qui est très polluant ou très chimique, etc. Ce type de questions sont assez nouvelles aussi, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au procédé artistique lui-même et aux résultats de l'œuvre d'art. Le risque de greenwashing, la pub a été extrêmement critiqué pour ça jusqu'au Grenelle environnement en particulier, où on avait le sentiment que beaucoup d'entreprises utilisaient les arguments écologiques à tort et à travers et exagéraient très largement la portée de la qualité environnementale de leurs produits ou services. C'est très réglementé maintenant, en particulier de la part de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui a un code déontologique assez strict sur le sujet, en termes notamment de ne pas exagérer l'ampleur de l'implication de l'entreprise ou de la qualité de ses services de ce point de vue-là. Donc on veille très particulièrement à ça avec nos clients évidemment, qui eux-mêmes y font attention, mais, et c'est peut-être la particularité de mon métier, c'est que c'est un sujet très technique, savoir exactement à quel point c'est efficace du point de vue environnemental, il faut le comprendre, avoir les données de la part de l'annonceur, et c'était pas la vocation première d'être spécialisé en sciences nat de la part d'un professionnel de la communication ou d'un créatif en publicité. Donc
c'est la légitimité de la création d'un poste tel que le mien en agence, où je peux apporter ce regard supplémentaire et accompagner l'exactitude des messages qui seront délivrés, où oui, effectivement, là c'est mon rôle, et il est important d'y veiller. Et la RPP y veille dans un deuxième temps, où elle délivre, elle émet des avis sur ces sujets. Et maintenant en France, il est obligatoire de présenter tous les supports de communication qui utilisent l'argument écologie et développement durable à la RPP, ce qui permet de contrôler la diffusion de messages qui seraient erronés, et ça a pas mal progressé, mais il y a encore du travail évidemment. Il y en aurait beaucoup à proposer. Ça pose une difficulté particulière qui est la contrainte. Je pense que je ne pourrais pas prendre de mesures contraignantes. C'est pas possible parce que ça ne marche pas en plus. Et on le teste en entreprise notamment, où systématiquement il faut d'abord montrer l'exemple. C'est très important pour être légitime avant d'apporter du conseil sur ces sujets-là. On est très attendu sur ces sujets pour la cohérence. Et ces conseils ne peuvent être qu'incitatifs. C'est très difficile d'être normatif. Tout ce qui concerne les causes animales, je suis assez facilement sensible parce que, surtout s'il s'agit de mammifères, forcément, parce qu'il y a une empathie spontanée plus forte. Et ça va être plutôt les questions d'élevage, les conditions d'abattage et particulièrement l'élevage pour la viande. Donc c'est plutôt au quotidien essayer d'améliorer les impacts environnementaux et sociaux. Parfois ça passe par des choses un peu folles. Donc je pense que la chose la plus folle que j'ai réussi à mettre en œuvre au sein de l'agence où je travaille, parce qu'il y a une question de volume, c'est-à-dire que quand je fais ça chez moi, je fais des efforts, mais en volume ça ne va pas être énorme, même si c'est important. Au sein de l'agence, on a essayé de mettre en œuvre un programme de biodiversité urbaine, où on a un lombricomposteur, on composte nos déchets organiques issus de la cuisine, on produit du compost, on ne savait pas quoi en faire, donc il a fallu trouver une solution. On a co-créé un jardin partagé à côté de l'agence avec des gens du quartier et une association locale où on produit des légumes et des fruits, tout simplement, et des fleurs. On installe 5 ruches dans 2 semaines sur le toit de l'agence qui vont permettre de polliniser ce petit jardin partagé, et plus loin évidemment, et de produire du miel. Donc petit à petit, on crée tout notre petit environnement, notre écosystème. C'est petit du point de vue de la planète évidemment, mais un écosystème urbain, je trouve que c'est assez original et j'en suis bien fier. Et avoir mobilisé des salariés pour aller jardiner le matin en costard, c'est plutôt marrant. C'est quand j'ai constaté au mois d'août que dans le jardin partagé qu'on avait créé en plein Paris avec les salariés, il y avait une menthe religieuse. C'était que la deuxième fois de ma vie que j'en voyais une de visu en pleine ville. J'étais très surpris. C'est une espèce protégée en Île-de-France, personne ne le sait, mais c'est une espèce protégée qu'il ne faut pas ramasser et qu'il ne faut pas déranger. Et j'étais très fier de voir qu'il suffisait de créer un petit lopin de terre en plein cœur de Paris, ne mettre aucun produit chimique ni rien, et la biodiversité s'y installe spontanément jusqu'à des espèces aussi symboliques et rares. Vous avez émis combien de tonnes équivalent CO2 cette année ?